podcast minier pour le dernier podcast pendant l'édition Québec Mines. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Les filles de l'Institut national des mines, Christine Duchesneau et Karine Lacroix, bienvenue au podcast minier. Merci. Merci, Manon. Ça fait peut-être 8 fois que je vous le demande. Minimum. Minimum. On est là, dernière journée du congrès. Je voulais qu'on se rencontre pour discuter, oui, de l'Institut, de vous, mesdames, de vos 15 ans, puis de la belle campagne qui est en place présentement. Fait que je viens de faire l'ordre du jour. D'accord. C'est pas pire. C'est J'ai bon. fait ça avec personne. Fait qu'on dirait que vous me mettez à l'ordre, que je suis avec vous autres. La On est rigueur. un de recherche, hein, c'est ça? La Ben, rigueur, ouais, je la pense rigueur que de c'est ça. l'Institut. Je suis intimidée, là. Christine, si tu peux un peu nous parler de ton background, puis qu'est-ce qui en a fait aussi qui était t'arrive, puis que tu es rendue aujourd'hui à l'Institut? Eh bien, background, 34 ans dans la fonction publique, si je compte bien. Des fois, je me trompe. 34 ans dans la fonction publique, 26 ans d'employabilité quand même en formation et développement des compétences, chez Emploi Québec notamment. Puis, première femme PDG à l'Institut national des mines. Mon background, j'ai un bac en administration des affaires, une maîtrise en gestion, puis j'ai aussi un diplôme de deuxième cycle en administration publique que j'ai fait à l'ENAP. Un autre bout aussi, et Christine, qu'on avait déjà discuté, c'est que tu as écrit un mémoire. Je vais te laisser l'expliquer. Oui, bien, dans mon mémoire en gestion, notamment, c'était un mémoire en gestion des organisations, un mémoire avec recherche. Donc, ça me permet de bien comprendre les travaux de l'Institut. Ça, c'est fort agréable parce que j'ai quand même fait mon mémoire avec une méthodologie de maîtrise. Donc, ça, c'est bien. Je suis en mesure de bien comprendre ce que les chercheurs font. Donc, oui, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur le plafond de verre, sur les défis des femmes encore aujourd'hui au Québec. Puis, c'était vraiment les facteurs qui font qu'une femme va percer le plafond de verre ou non. Donc, je me suis attardée à la fonction publique. Au départ, je voulais faire une maîtrise qui faisait un peu le comparatif entre le privé et la fonction publique. Et on a dit, OK, on va y aller au doctorat pour ça parce que c'était quand même assez intense. Donc, je me suis concentrée sur les femmes de la fonction publique. Donc, j'ai rencontré un paquet de sous-ministres dans ma... Et ça m'a beaucoup inspirée d'ailleurs. Puis, je me souviens, je me disais toujours, un jour, je vais être sous-ministre. Ça m'a tellement inspirée. Ouais. J'ai rencontré des femmes extraordinaires qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont raconté comment elles ont accédé à ces postes-là. Ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Puis je suis très fière de mon mémoire de maîtrise. Puis aujourd'hui, tu sais, ce mémoire-là, justement, le plafond de verre, tu es PDG de l'Institut national des mines. Est-ce que tu sens que c'est encore là? Est-ce qu'il faut encore le percer? Oui. Je pense que ça va être un combat de tous les instants. On ne sera jamais certaine. Il ne faut jamais perdre le fil, puis toujours rester, vigilante par rapport à ça. Je pense que ces acquis-là ne sont pas acquis. Il faut toujours continuer à persévérer dans notre lutte pour l'ascension, mais on a beaucoup de défis encore. Je pense qu'il y en a moins qu'avant. Nos mères ont tracé le chemin. Nous, on trace le chemin aussi, mais il y a encore des grands défis à relever. Puis c'est ça, c'est la vigilance, en fait. On le voit, surtout dans un milieu plus masculin. On le ressent peut-être un petit peu plus, mais il y a beaucoup d'ouverture aussi, là, mais je pense qu'il n'y a rien d'acquis, effectivement. Ouais. Karine Lacroix, tu travailles aux communications, tu travailles à l'Institut. Je ne veux pas dire que tu es l'image de l'Institut, mais ça fait quand même longtemps que tu travailles à l'Institut. Fait que c'est tatoué en quelque part sur ton bras, probablement, à l'Institut national des mines. Là. Bien oui, 10 ans. L'organisation va fêter ses 15 ans l'année prochaine. Donc, j'ai eu une chance exceptionnelle. Bon, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine des communications, journaliste à la base. C'est ça l'histoire du micro tantôt Oui, que tu replaçais sans cesse. radio, télé, c'est ça, exactement. On a des tocs qu'on développe avec les années. Donc, 10 ans à l'Institut, puis tout était à construire quand je suis arrivée à l'Institut. Il n'y avait pas d'image de marque. On travaillait encore l'identité, la notoriété, la crédibilité. Donc, c'est un grand défi pour moi quand je suis arrivée à l'Institut. Donc, de construire cette organisation-là en même temps, c'était vraiment très formateur, très intéressant. Donc, mais j'arrive d'un milieu où l'éducation a toujours été au centre de mes intérêts en communication. J'ai recruté pendant quelques années au Québec, mais à l'international aussi, des étudiants qui venaient étudier ici au Québec en formation minière, donc qui avaient choisi le Québec pour se former. Donc ça m'a vraiment amené
c'est ça, à découvrir la formation, le secteur minier, de voir là, toute la panoplie de ce qui pouvait se faire. Donc, voilà. Puis même à 30 ans, je suis repartie faire une maîtrise sur, justement, la place des personnes immigrantes dans le secteur minier au Québec. Donc, j'avais toujours cette préoccupation-là de la formation, des immigrants, puis du secteur minier. On fête les 15 ans de l'Institut. Ça représente quoi? Ça veut dire quoi, ces 15 ans-là? Ça représente plus de 150 conférences et présentations de toutes sortes qui ont été offertes. Ça représente 60 publications aussi, des recherches, des travaux, puis 9 colloques de l'Institut que Karine nous a brillamment orchestré. Donc, l'année prochaine, pour célébrer nos 15 ans, nous serons à notre 10e colloque de l'Institut national des mines. Donc, tu me parlais aussi, je ne sais pas, c'est hier, quand on se parlait, tu disais que les 65 recherches sont actives. Tu sais, c'est encore d'actualité. C'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement toujours. Les recherches, des fois, avec le temps, on ne veut pas perdre... pas de la valeur, là, j'oublie le mot. Là, mais ils sont comme un peu dépassés, là, souvent. Mais je pense que l'Institut a toujours été très prospectif dans sa vision et a toujours été en mesure d'aller voir ce qui se passe parce qu'on veut vraiment déterminer les besoins actuels, mais aussi les besoins futurs du secteur minier en termes de formation, évidemment. Donc, on a toujours été en avant de la parade. On a toujours été dans l'automatisation, la connectivité, les compétences transversales aussi. Donc, on a toujours été de l'avant. Les compétences numériques, on en a parlé. Écoute, Karine, c'est en quelle année? En 2016 qu'on parlait des compétences numériques? Exactement. On a fait des travaux là-dessus. On se sert encore de ces compétences-là dans le cadre de nos travaux actuels. Donc oui, les travaux vivent tous. Peut-être quelques-uns sont peut-être un petit peu plus désuets. On a commencé à parler des Autochtones, de la sécurisation culturelle en 2015. Donc, ça a été quand même porteur, puis on a fait des travaux aussi beaucoup pour les communautés, donc je vais laisser Karine en parler aussi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On s'intéresse à la fois au secteur minier dans ce qui est aujourd'hui, puis dans le futur, mais on regarde les pratiques, les technologies, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va changer les compétences ou la formation. Puis ça reste toujours d'actualité dans le sens que des compétences numériques, tout le monde en a besoin dans tous les domaines, notamment dans le secteur minier. On parlait de compétences numériques il y a déjà quelques années, mais là, on est en train de travailler sur les salles de contrôle. Donc, c'est un bel exemple que ça demeure quand même un enjeu de tous les instants, là, même après quelques années. Là. Effectivement. On peut s'imaginer quoi qui s'en vient. Là, ça fait 15 ans, il y a des milestones probablement qui s'en viennent. Vous avez fait aussi la planification stratégique sur quelques années. Là. Elle a sorti l'année passée, la planification stratégique, puis c'était sur 3. Je me trompe-tu que c'était 3 ans? 5 ans. 5 ans. Donc là, dans le fond, vous autres, vous allez continuer d'activer cette planification stratégique-là. C'est pas tout le monde qui l'ont lu. Alors, je me dis, c'est que dans cette planification stratégique-là, c'est quoi les milestones, puis c'est quoi qu'on va travailler pour le futur à l'Institut? Et moi, je vais poursuivre, puis tu pourras poursuivre par la suite, Karine. Mais Karine parlait tout à l'heure du profil au niveau des compétences, un profil de compétences pour les salles de contrôle. Bien, ça, c'est un exemple concret de ce sur quoi on travaille actuellement. On est au plein cœur, à la mi-chemin, en fait, de notre planification stratégique. On a débuté en 2023, se termine en 2028, donc on est vraiment en plein cœur. Je pense qu'on a fait nos premières classes dans la première année. On a développé un tas de projets, mais notamment, quand on parlait tantôt de compétences numériques, bien là, on a entendu, je vais le dire comme ça, le cri du cœur des minières qui disait on n'a pas de profil de compétences au niveau des opérateurs de salles de contrôle. Et on sait que chaque minière aussi a actuellement des salles de contrôle et toutes sortes de salles de contrôle. Différents profils aussi seront nécessaires. Mais nous, on veut se pencher vraiment sur un profil particulier dans les salles de contrôle pour s'assurer. Il y a des grandes prises de décision qui se font dans les salles de contrôle et on travaille là-dessus actuellement. On devrait livrer ça au mois de mars. Donc ça fait partie d'un des projets. Et on parlait des compétences numériques tout à l'heure. On se sert de ce profil-là, des compétences qu'on avait déterminées en 2015 pour travailler notre profil. Et d'autres études qu'on a fait là, sur lesquelles on se penche. Il y avait aussi, quand vous avez fait votre colloque à Chibougamau, il y avait un panel justement avec la salle de contrôle. On avait quelqu'un d'Éléonore, on avait quelqu'un, il y avait quelques salles de contrôle, puis les gens expliquaient justement quelles compétences qu'ils avaient besoin, puis où est-ce que c'était rendu. Puis après cette conférence-là, je ne sais pas le nombre de personnes qui ont dit « Non, mais moi, j'ai comme le goût de retourner aux études, j'ai le goût de changer de carrière », tellement que ça avait l'air hyper passionnant. Fait que je me dis, si nous, de l'industrie, à l'âge qu'on est rendu aussi, on trouve ça. Je me dis, bien, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant pour attirer justement les jeunes. Puis
En tout cas, j'avais trouvé ça hyper pertinent, là, cette conférence-là. Oui, puis ça démontre aussi tout le travail qu'on doit faire en termes de vision de l'image du secteur minier, parce que le secteur minier, on le voit souvent, il faut toujours le démystifier. On est toujours encore à penser que c'est la pioche, alors que c'est les salles de contrôle. Puis des fois, on a l'impression que la plupart des gens le savent, mais non, ils le savent pas vraiment. Puis je pense qu'il faut rappeler que l'évolution du secteur minier avec les dernières années, les capteurs, la géolocalisation des travailleurs, les drones, bien, ça permet d'avoir des données. Puis ces données-là, bien, où ils se retrouvent dans une salle de contrôle. Puis on le faisait, tu sais, en 2017, comme Mme Duchesneau disait, on a fait une mission en Australie où on avait vu les mines à ciel ouvert. Puis il y avait déjà des salles de contrôle à ce moment-là dans les mines à ciel ouvert, mais on n'avait pas la technologie pour le faire dans les mines souterraines. Mais là, aujourd'hui, la technologie nous permet de prendre ces données-là puis de les amener à la surface. Ça change tout, là. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qu'est devenu le secteur minier en 15 ans. Là. C'est fascinant. Mais quand tu dis... on voit, il y a encore l'image de la pioche versus peut-être le côté numérique, le centre de contrôle, mais on a un travail à faire aussi sur les images qu'on utilise. Là, présentement, derrière toi, Karine, il y a un écran, puis justement, il y a plein d'images qui circulent. C'est les images, veux pas, que les minières... C'est eux qui vont embaucher des gens, puis on va avoir des images, mais c'est pas ça qu'ils vont nécessairement mettre de l'avant. Fait que je pense qu'il y a peut-être une éducation même à faire dans notre propre secteur pour essayer de ramener un petit peu plus la réalité du côté numérique des salles de contrôle pour qu'on voit ça dans les campagnes promotionnelles de chacune des minières aussi. Là. Les salles de contrôle, le développement durable, l'environnement, il y a des super beaux projets que je pense qui méritent l'attention du grand public. Puis il faut continuer à montrer justement tout ce que la formation et les compétences ont pu amener dans le changement directement dans l'industrie. D'où l'importance d'en parler au quotidien, en fait. Je pense qu'on ne manque pas une occasion de parler aux jeunes ou aux parents. Puis on s'adresse beaucoup aussi aux conseillers en orientation et aux professionnels en orientation scolaire. Mais je pense qu'il ne faut pas rater une occasion, tout le monde, de parler du secteur minier, de parler de l'évolution du secteur minier, comment c'est rendu numérisé, comment c'est rendu vraiment techno, en fait, le secteur minier. On a visité plusieurs salles de contrôle depuis même avant de débuter notre étude, parce qu'on l'avait dans la mire de faire une étude là-dessus. C'est passionnant, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis quand, des fois, il y a des sautages, notamment à la mine La Ronde, ils nous expliquaient que les camions autonomes se promènent lors des sautages parce que là, les individus remontent à la surface. Alors là, ils font promener leur camion autonome pour ramasser la roche, mais tout est contrôlé à la surface. C'est fascinant. Fait que je peux le dire aux jeunes, ça. Il faut leur dire que c'est vraiment fascinant de faire ce travail-là parce que c'est tellement plus ce qui est encore malheureusement représenté. Avec tous les préjugés qui sont véhiculés là, actuellement. Ouais. Bien, je pense que vous êtes, faut le dire aux jeunes, puis je crois que c'est ce que vous faites présentement, puis c'est votre mandat avec la campagne qui a été déployée, Un monde à explorer, une belle campagne qui roule présentement. C'est quoi les objectifs derrière, justement? On en parle un peu, là, mais Un monde à explorer, ça a été quoi les objectifs derrière cette campagne-là? Ça m'amène à vous parler, à te parler en premier. L'Institut est un centre de recherche en formation minière. Notre but, c'est vraiment d'actualiser l'offre de formation minière pour qu'elle réponde à l'industrie, aux besoins de l'industrie. Mais il y a un mandat dans notre mission qui est de faire la promotion de la formation qui mène vers le secteur minier. Donc, notre objectif, c'est de créer, avec Un monde à explorer, c'était de créer une campagne qui allait faire connaître notre nouvelle section Québec.ca formation minière, qui regroupe plus d'une trentaine de formations, programmes d'études, de formation qui mènent vers le secteur minier. On a l'impression que c'est juste des programmes spécifiques au secteur minier, par exemple le DEP en extraction du minerai ou le DEC en technologie minérale ou le BAC en génie des mines, mais il y a plus que ça. Puis on voulait montrer qu'il y avait des mécaniciens, il y avait des gens qui s'occupent du traitement des eaux, en environnement. Donc, on voulait montrer cette panoplie de programmes qui mènent vers le secteur minier. Fait qu'on voulait montrer ça à travers cette campagne-là, Un monde à explorer. Je dirais que c'est un projet phare. Au-delà de la recherche, là, la formation, la section formation minière, c'est vraiment un projet phare de l'Institut dans notre nouvelle planification stratégique. Puis on nourrit cette section-là au quotidien avec l'équipe des communications. Effectivement. Puis on monte aussi des travailleurs puis des travailleuses sur le terrain qui ont justement des formations puis qui sont des diplômés puis sont qualifiés. Là.
du Québec. Les gens qui écoutent présentement, comment on peut la voir, la campagne? C'est quoi son déploiement? C'est quoi l'envergure de cette campagne-là? Bien, en décembre prochain, là, on attend la première année là, de notre... Décembre prochain, mais pas pour... Là, lui, il va être Déce- diffusé oui. en Oui, ça va être un petit peu plus tard, mais 2025. bref. Le mois dernier. Oui, c'est ça, le mois dernier. Donc, de décembre 2024 à mars 2025, il va y avoir une campagne plus structurée à travers le Québec. On utilise vraiment toutes sortes de moyens pour rejoindre les parents, les élèves, les étudiants, les élèves du secondaire. Donc, cinéma, Ligue junior majeure, Maritime du Québec. Donc, on essaie de rejoindre partout, Google, toutes les recherches en termes de formation pour que ça soit une possibilité. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une possibilité. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as des intérêts? Puis, on veut que tu puisses explorer tout ce qui se fait en formation minière. On en a parlé tantôt des conseillers en orientation, conseillères en orientation. On le sait que vous leur parlez déjà. Est-ce qu'on peut espérer que cette campagne-là va peut-être en susciter un peu plus pas de déploiement, mais que justement d'intégrer le secteur minier dans les discussions de carrière des étudiants? En tout cas, on veut surtout briser les préjugés. On veut vraiment briser les préjugés en lien avec le secteur minier. Puis je pense qu'en passant par les professionnels en orientation, on va atteindre notre but. Ça ne veut pas dire qu'on veut influencer tous les étudiants à s'inscrire dans le secteur minier. Ce serait formidable. Mais c'est pas... le but, c'est vraiment de démystifier le secteur minier puis de s'assurer qu'on va arrêter de véhiculer des préjugés qui sont tenaces puis qui ne lâchent pas. La place des femmes aussi dans le secteur minier qui est très importante, qui est même plus importante que dans le secteur de la construction. Il faut le nommer, ça. Puis, je veux dire, Karine travaille très fort aussi avec les professionnels en orientation et toujours aussi au congrès de l'OCOC. Je te laisse aller pour la suite. Mais, en fait, c'est un événement qui rassemble tous les conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Hein. Vous le savez, ils sont régis par un ordre. Donc, on y rencontre à ce moment-là. Puis, en fait, l'objectif des conseillers et conseillères d'orientation, c'est justement d'orienter, de voir toutes les possibilités avec l'élève qui est dans leur bureau, mais que ça soit aussi une possibilité de choix de carrière en sciences ou des fois, en sciences, en mathématiques, on ne voit pas le secteur minier comme un endroit ou un domaine dans lequel faire carrière. Donc, c'est de montrer ça à travers cette campagne-là, que ça vaut la peine d'explorer selon les intérêts, puis de vraiment pouvoir dire au moins ça existe. Tu sais, juste de faire en sorte que ça existe. Parce que quand on parle de science, on en voit souvent les gens en biologie, en médecine, mais ça va aussi dans le secteur minier. Donc, il faut essayer de briser ces éléments-là pour que ça soit un choix de carrière. Puis au-delà du génie des mines aussi, il y a plein d'ingénieurs en électrique, mécanique qui vont travailler dans une mine, en informatique. Donc, il faut déployer ça pour leur montrer que ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire un génie minier, être ingénieur minier ou géologue. Tu peux faire selon ton choix de vie, selon ton désir, puis travailler quand même dans le secteur minier. Mais je parlais avec Geneviève, là, c'est dommage, j'oublie son nom de famille de Winsome, puis Geneviève est biologiste poisson. Puis elle, tu sais, fait qu'elle dit, elle voit, on parle de l'eau, l'importance des rejets dans l'eau, elle est biologiste de poisson, elle dit tout ça va ensemble, elle dit, elle était pas certaine de finir dans l'industrie minière, mais puis l'autre personne qui était avec elle aussi, c'est 2 biologistes, puis on dit, ben nous, pourquoi pas, on va aller travailler dans le secteur minier, la biologie va aider le secteur minier, fait que j'avais trouvé ça super intéressant, puis je sais qu'il y en a plusieurs biologistes là, dans le secteur, mais on dirait qu'on en entend peut-être un peu moins parler. Exact. Puis ceux qui veulent faire une différence, je pense que c'est un beau milieu. Ouais. Tu parles de biologie. Je me souviens d'une conseillère en environnement qui était pro-environnement puis qui a décidé de choisir le secteur minier pour faire sa part, le changement dans les pratiques. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut le faire aussi à l'intérieur même d'un secteur comme le secteur minier. On parle d'éducation, puis on parle aussi qu'on veut toujours attirer de plus en plus de monde vers le secteur minier. Je l'ai dit, je pense que c'était avant-hier, mais je pense que ça part de chacun de nous autour de la table, sur l'heure du souper, de parler du secteur minier, de parler de la place des femmes, de parler de ce qui se passe. Puis quand on a le nez dedans, là, on l'oublie. Puis j'essaie de le répéter de plus en plus qu'autour de notre table, ça commence avec nous, puis ça commence aussi avec les gens qui écoutent présentement le podcast. Si tu écoutes le podcast minier, tu dois être en quelque part, soit travailler de près ou de loin avec le secteur. Avec la campagne, Karine, que vous avez mis de l'avant, c'est quoi le message justement qu'on envoie aux parents
Bien, tout d'abord, qu'il faut être qualifié puis diplômé pour travailler dans le secteur minier. Je pense que ça, c'est un stéréotype à faire, à enrayer, à travailler. Puis qu'il existe plusieurs programmes de formation qui mènent vers le secteur minier, différents selon les intérêts. Donc ça je pense qu'il faut le montrer, puis que c'est pas parce que c'est pas spécifique au secteur minier qu'on travaille pas dans le secteur minier. Ça aussi, je pense qu'il faut montrer l'éventail de ce qu'il offre, puis être des ambassadeurs, aller être curieux, aller voir le secteur, qu'est-ce qui se fait, puis montrer qu'est-ce qui se fait, puis d'avoir une vision de carrière aussi à long terme. Il faut se voir aussi projeter. T'sais, dans le secteur minier, on a l'impression que c'est toujours par cycle, mais je dois vous avouer que ce cycle-ci, il dure depuis un bon petit moment. Donc, il faut voir ça à long terme aussi. Puis avec les nouvelles technologies, mais le secteur minier, il continue à se développer. Puis il y a parfois des durées de vie d'une mine qui vont s'étirer parce que justement, la technologie est là. Donc, elle permet de le faire. Donc, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir une carrière dans le secteur minier à long terme, que ce n'est pas nécessairement à court terme. Exact. Je pense que oui, ça va être à long terme au Québec, avec la décarbonation, avec le souci de décarboner, avec l'électrification des transports, mais aussi l'électrification dans le secteur minier. Je veux dire, la course au lithium, je veux dire, la vision du gouvernement aussi au niveau des minéraux critiques et stratégiques. Il y a un paquet de mines dans le nord du Québec, puis un peu partout aussi, là, mais très concentré dans le nord du Québec. Au niveau du lithium, le graphite, le cobalt, le nickel, il y a de l'avenir dans le secteur minier. Puis on veut justement avoir une économie plus propre, mais ça va passer par l'électrification des transports. Donc le secteur minier est en amont de tout ça, la filière batterie. On est là, on est en avant, tu sais, de la parade en fait. Donc je pense que le secteur minier est là pour durer très, très, très longtemps et au service de la décarbonation. Quelles devraient être les motivations d'un étudiant, justement, pour envisager une carrière dans l'industrie minière? Puis, je comprends là, que présentement, il n'y a pas des jeunes de 14 ans qui écoutent probablement le podcast minier, mais on a quand même des gens à l'université ou au cégep. Puis, on entend beaucoup de décrochage aussi. Tu sais, les gens commencent, puis « Ah, je pense que ça va être difficile, c'est tough », puis ils décrochent, puis... C'est quoi le message qu'on peut leur donner de rester aussi à l'école, de rester dans le secteur minier, que ce soit Thetford, il y en a plein, là, l'UQAT, etc., mais de rester à l'école, puis aussi de qu'est-ce qui fait qu'ils vont le savoir, qu'ils ont cette flamme-là pour travailler dans le secteur minier? Il y a comme plein de questions dans ma question. Oui, mais c'est super intéressant. Moi, je pense qu'il faut avoir la volonté d'innover. Je pense que le secteur, il veut voir autrement. Pas n'importe quelle mine, des fois, mais je pense que majoritairement, on a le goût d'innover. Il faut avoir une curiosité, vouloir apprendre. Mais tu sais, on pourrait dire ça pour plusieurs secteurs d'activité, mais le secteur minier... Il y a une ADN qui fait en sorte que je pense qu'il aime voir des nouvelles pratiques, puis de revoir nos façons, les pratiques, les façons d'utiliser la technologie. Je pense que la plupart des gens que je vois, en tout cas qu'on rencontre, ils ont cette curiosité-là. Je pense qu'il faut être curieux. Je pense aussi, je rajouterais juste que le secteur minier, surtout en fait partout, mais en milieu urbain, on le voit très bien la différence. Le respect des communautés, les valeurs en gouvernance, en respect de l'environnement, on le sent, on le voit. Puis d'ailleurs, ici, au Congrès, on a eu la chance d'assister à plusieurs conférences de différentes minières qui nous expliquent les travaux qu'ils font et ce qu'ils font avec les communautés, que ce soit les communautés locales ou même les communautés autochtones qui sont tout près là, des sites miniers. Je dirais, je rajouterais dans le fond la passion aussi. Qu'est-ce que je me rends compte avec les années de podcast que je fais? Tout le monde qui vient s'asseoir devant le micro. Vous êtes tous des gens tellement, tellement passionnés par le secteur minier. Puis, tu sais, à l'agence, on travaille avec d'autres secteurs, majoritairement, évidemment, l'industrie minière, mais il y a cette flamme, cette passion-là que ce bout-là, je pense qu'il est propre à l'industrie minière, là. Effectivement. Bien, merci d'avoir participé au podcast minier. Puis j'ose croire que c'était pas si terrible que ça. Belle expérience. Ça fait plaisir. Merci, Manon. Merci. Merci.